développement importé, mais on est prêt pour notre propre développement, nous Africains. Je vous remercie. Le problème de la légalité du secteur informel, cette vision n'est pas partagée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui pense que l'économie informelle n'a rien à voir avec l'économie illégale, car cette dernière concerne tout ce qui tourne au commerce de drogue et de contrefaçon. Chers amis, ce thème est très important et a été bien choisi par le groupe DIJ. C'est un thème qui nous permettra de parler du secteur informel et à travers notre formation, nous donnerons une information scientifique et technique à nos camarades de la FST pour les permettre d'avoir une compétence claire en la matière. Je suis allé à la BU pour... à tous, merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Le secteur éducatif en ébullition, les étudiants orientés dans le privé demandent à l'État de payer la dette due aux instituts privés. Parallèlement, ceux de la faculté des lettres exigent leur admission en master, les sortants de la promotion 2013 de la FACSTEF, leur intégration dans la fonction publique et le SAEM se fait aussi parler de lui. Plus de 175 000 enfants se connectent par jour pour la première fois, révélation de la représentante de l'UNICEF. Internet, un outil très bénéfique mais avec des dangers. Le Sénégal s'est doté d'un plan d'action de protection des enfants sur Internet. Accident de la route, les moniteurs et employés d'auto-école mènent la réflexion pour réduire le nombre. La semaine de l'auto-école organisée par l'amicale des moniteurs vise à apporter une contribution à la stabilité et à la sécurité routière. La reconnaissance faciale, une nouvelle fonctionnalité de Facebook, quelle opportunité pour l'utilisateur, ne présente-t-elle pas des risques? La Commission de protection des données personnelles invite le gouvernement à s'inspirer du modèle des pays européens. Entre étudiants orientés dans le privé et forces de l'ordre à l'université de Dakar, la dette due aux instituts privés est passée par là. Malgré les assurances du ministre de l'Enseignement supérieur, ces étudiants restent fermes. Ils veulent rejoindre les amphithéâtres et ne comptent pas reculer dans leur combat. Voyons cela avec Mohamedou Diallo. Intifada à l'UCAD. Les étudiants orientés dans le privé passent à la vitesse supérieure. Une seule revendication, le paiement de la dette due aux instituts privés de formation. Concrètement, que l'État paye, on ne demande rien. Quand nous reprenons les cours, il y a nos frères qui sont là, ils feront le BTS le mois de juillet. D'autres sont là, ils feront la licence le 29 juillet. Et pourtant, le ministre de l'Enseignement supérieur avait annoncé une enveloppe de 5 milliards en guise d'avance. C'est le problème, qu'ils n'ont qu'à le régler avec la FEPES, qui est la Fédération des établissements du privé. Et cette fédération de la condamne, je la blâme. Ah oui? Je la blâme. Oui. Pourquoi? Celle qui a renvoyé ses étudiants. À défaut d'obtenir gain de cause, ces étudiants comptent perturber les cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont décidé demain de bloquer, en dehors des routes, de bloquer le système du campus, tout le personnel administratif. Les étudiants orientés dans le privé dénoncent une discrimination concernant leurs conditions d'accès à la licence et au master. D'autres étudiants se sont associés au mouvement d'humeur des orientés dans le privé. Il s'agit de ceux de la faculté des lettres. Section espagnole, ces étudiants exigent leur admission en master. Ils disent se conformer aux critères du système LMD, mais l'administration rechigne toujours à satisfaire leurs demandes. Pape Ousmane Diouf exprime leur doléance au micro de notre reporter. Le département d'espagnol a sorti sa sélection la semaine passée et ils ne nous ont pas sélectionné les étudiants, certains étudiants de la session espagnole parce qu'ils disent qu'ils nous ont fait 4 ans dans le cycle et les textes du LMD disent que tout étudiant ayant obtenu la licence de 3 ans à 5 ans est sélectionnable en Master 1 espagnol. Oui. Nous, on a obtenu la licence en 4 ans mais avec des mentions bien, des mentions très bien et des mentions assez bien. On est parti voir
le chef de département, on a négocié avec lui. On a vu les professeurs, on a négocié avec eux. Et le doyen même de la faculté des lettres et sciences humaines, on l'a vu, on a négocié avec eux, mais ils disent niet à leur décision. Ils disent carrément qu'ils ne vont pas nous sélectionner en Master 1, ce que nous déplorons. Les sortants de la formation payante de la promotion 2013 de la FASTEF ne décolèrent toujours pas. Ils fustigent le déficit d'enseignants notés dans les établissements publics du pays et réclament une énième fois leur insertion dans la fonction publique déterminée. Ces professeurs n'excluent pas de s'immoler par le feu devant le palais. Ils invitent le président de la République à réfléchir sur une meilleure politique de recrutement de ces jeunes. On en parle avec Djibissa Johnny. Le système éducatif sénégalais traîne un déficit d'enseignants. Pourtant, certains professeurs de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation réclament toujours leur insertion dans la fonction publique, suffisant pour la promotion 2013 de décrier une énième fois la politique de recrutement de l'État. Où sont donc passés les 500 000 emplois promis aux jeunes en 2012? Pourquoi recruter des professeurs non formés à la place de ceux qui sont déjà formés et bien outillés pour aller dans les classes? Ces professeurs ont subi la formation payante de la FASTEF, mais analysant la situation, ils se considèrent légitimes. Quand nous sommes entrés en 2011 à la FASTEF, l'emploi était garanti. La FASTEF recrute en fonction des besoins. Et la question de la formation payante n'est pas à l'ordre du jour. Dans la mesure où nous avons fait de la formation dans un établissement public. Deuxièmement, l'État a déjà recruté une partie de cette promotion. Il n'a pas droit à laisser le reste. Ne voulant pas dévoiler entièrement leur plan d'action, ces professeurs brandissent des menaces. Ces jours à venir, vous allez nous entendre. Et j'ai bien dit en conclusion que nous ne pouvons plus tenir ceux qui menacent de s'immoler devant le palais. On ne peut plus les contenir. Et j'ai averti ce gouvernement, ils ont intérêt à réagir le plus vite que possible. L'État veut booster la qualité de l'éducation. Des professeurs sortant de la FASTEF réclament leur affectation dans les écoles publiques du Sénégal. Il invite le gouvernement à réfléchir sur de meilleures politiques de recrutement de ces jeunes. Restons dans le chapitre des revendications. 4e plan d'action du SAEM ce mercredi. Un débrayage suivi d'un sitting ont été observés à l'IA de Dakar et dans toutes les inspections d'académies du pays. Le syndicat s'insurge contre le non-respect des accords signés, les lenteurs administratives et le non-alignement de l'indemnité de logement, entre autres doléances. Mohamedou Seydou Diarra et ses camarades invitent le gouvernement à de sérieuses négociations. Le point avec Mansour Sow. Le SAEMS et 5 autres syndicats d'enseignants regroupés dans le G6 déroulent ainsi son 4e plan d'action. Au menu, débrayage et sitting. Ils interpellent les autorités. Nous sommes retrouvés ici à l'IA de Dakar avec les collègues et camarades du G6, c'est-à-dire le groupe des 6 syndicats les plus représentatifs. Et c'était dans le cadre de l'application, du déroulement plutôt de notre 4e plan d'action. Il s'agissait pour nous donc, après le débrayage à 10h, de faire un sit-in devant l'IA de Dakar, comme ça a été demandé devant tous les IF et IA au niveau national. Et aujourd'hui, malgré les revendications, en tout cas les protestations que nous avons eu à faire, le gouvernement du Sénégal tarde à réagir positivement par rapport à cela. Donc nous l'appelons à réagir promptement, à convoquer des concertations et des négociations sérieuses. Après avoir remis leur déclaration faisant office de cahier de doléances entre les mains de l'inspecteur d'académie, le G6 a listé ses doléances dont la plus en vue reste l'indemnité de logement. Les accords qui n'ont pas été signés, c'est les accords relatifs par exemple au personnel professionnel, relatifs au corps des administrateurs scolaires, mais surtout au système de rémunération des agents enseignants, des enseignants en particulier. Aujourd'hui, d'autres agents de la fonction publique ont cette indemnité de logement qui dépasse même en termes de montant celui des enseignants, celle des enseignants, et pourtant ces enseignants sont souvent d'un grade supérieur. Nous pensons qu'on devrait pouvoir faire un alignement de cette indemnité, la relever de manière substantielle pour les enseignants en tenant compte de ce que les autres ont, mais surtout en discutant pour construire des plans de convergence. Les conséquences de ce mouvement d'humeur sont déjà palpables avec le boycott des compositions. Il menace d'intensifier la lutte si le gouvernement continue son mutisme face à leurs revendications.
Sous l'annoncé en titre, plus de 175 000 enfants se connectent chaque jour pour la première fois. Une révélation de la représentante de l'UNICEF. Même si Internet peut être un outil très bénéfique pour eux, il est aussi source de danger. Le Sénégal a mis en place un plan d'action de protection des enfants sur Internet. Celui-ci permettra de dresser des mesures pour que cette couche de la population puisse avoir un accès sûr qui leur garantit leurs droits sur Internet. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Ndeye Fatimlo. Intéressons-nous à la recrudescence des cas de meurtre et kidnapping d'enfants, situation que condamne fermement la directrice de la cellule d'appui à la protection de l'enfance, Ramatoulaye Ndao Diouf, appelle les parents à surveiller davantage leurs enfants. Le gouvernement a aussi mis en place une stratégie nationale de protection de l'enfance. Celle-ci a donné naissance à des comités de quartier. La directrice de la CAP est avec Ndeye Fatimlo. Quand un enfant sort, le papa ou la maman doit savoir où l'enfant part. Il faut veiller aux enfants, ne pas laisser les enfants traîner un petit peu partout, n'importe où. Au niveau du gouvernement, nous avons mis en place une stratégie nationale de protection de l'enfance qui est en train d'être déroulée au niveau du Sénégal. Nous avons des comités villageois dans les villages et dans des zones, par exemple, telles que Pikine-Guédiawaye, où il y a une forte densité humaine. Nous avons ce qu'on appelle des comités de quartier de protection de l'enfance. Nous avons toutes les populations à l'intérieur de ces comités de quartier qui aujourd'hui jouent un rôle de veille et d'alerte. Et donc c'est extrêmement important que ces comités de quartier-là fassent attention quand on voit par exemple une maison qui n'est pas achevée et qu'il y a des personnes qui viennent s'y installer de façon inadéquate, que ces gens-là puissent saisir les autorités compétentes. L'État ne peut malheureusement pas mettre un policier derrière chaque enfant. Et puis en bref et en images, un nouveau programme de lutte contre la mendicité des enfants au Sénégal vient d'être lancé. Ce projet vise à réduire d'au moins 50% la mendicité juvénile dans les communes ciblées. Il s'agit de la Médina, Gueule Tapée Fass Colobane, Sicap Mbao, Pikine Nord. Le lancement de ce programme a eu lieu ce mardi à Pikine. Vous avez certainement suivi l'élément d'Abdoulaye Wanyonga dans nos précédentes éditions. Vous l'annoncez en titre, les nombreux morts liés aux accidents de la route interpellent les moniteurs et employés d'auto-école. Ils ont décidé de mener la réflexion pour une réduction des accidents routiers. C'est tout le sens de la semaine de l'auto-école organisée par l'amicale des moniteurs. Objectif à apporter leur contribution à la stabilité et à la sécurité routière. Ils ont fait face à la presse ce mercredi. C'était en présence de Aïda Mamadou Diop. Au Sénégal, chaque année, nous perdons plus de 500 personnes sur nos routes. Au-delà d'un constat, un fait, la route tue de plus en plus, les causes sont multiples, elles passent de l'insouciance à l'indifférence, d'où la nécessité de faire bloc et d'agir. Fort de ce constat, que l'amicale des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal, en tant que premier maillon de la chaîne de la sécurité routière, a décidé de mobiliser tous les acteurs du secteur pour les inviter à une réflexion approfondie sur l'épineuse question des accidents de la route. Les accidents peuvent être évités à condition de prendre des mesures de sécurité. L'amicale adhère à la décision récente de la tutelle. Toutefois, elle appelle à une concertation et faire de l'auto-école une obligation. On a la formation du Sénégalais vers le permis de conduire. On ne forme pas le Sénégalais pour le permis de conduire. On le forme pour qu'il ait la capacité de vivre avec son permis dans la circulation. C'est ça l'amalgame entre la formation bien assidue et une formation colportée. L'auto-école ne fait pas de formation colportée. Il faut qu'on ose le dire. Sur toutes ces questions, l'amicale des moniteurs et employés d'auto-école a décidé de lancer la semaine de l'auto-école, une façon d'apporter sa contribution à la réduction des accidents routiers. Il est urgent, de l'avis de tous, de rechercher des solutions côté éducation, par la répression à elle seule ne suffit plus. Du 26 au 31 mars prochain, moniteurs et employés d'auto-école seront en conclave autour des questions essentielles qui interpellent tout un chacun, à savoir la sécurité routière. Nous en venons au chapitre politique. Le maire de la Médina, cité parmi les potentiels successeurs de Khalifa Sall à la ville de Dakar, Bamba Fall martèle qu'il n'est nullement intéressé par ce poste. Il se dit convaincu de l'innocence de l'édile de la capitale dans l'affaire de la caisse d'avance. Le maire de la Médina a réaffirmé que Khalifa Sall est son seul candidat pour la présidentielle de 2019. Le voici au micro de Abdoulaye Wanyonga. N'est-ce pas, ce matin, à travers la presse, de ceux qui veulent succéder Khalifa Sall à la commune. Je leur dis qu'ils perdent leur temps, ils peuvent ôter mon nom de cette liste
Parce que moi, je ne suis pas prêt à succéder à Khalifa. Celui qui s'inscrit dans cette liste pense que Khalifa peut être condamné. Moi, je dis que Khalifa Sall, en aucun cas, ne doit pas et ne peut être condamné, il n'a rien fait. Donc nous ne pensons, moi, je ne pense aucunement succéder à Khalifa à cette mairie. Je suis dans la logique de me battre pour libérer Khalifa. Les récentes déclarations des ministres des Transports, de l'Intérieur, du Premier ministre passées en revue par des analystes politiques. Ils soulignent que ces sorties découlent d'une politique purement partisane. Selon eux, ces responsables de la paire veulent montrer à tout prix qu'ils occupent le terrain. Même s'il leur arrive de faire des déclarations malencontreuses, ces chercheurs en politique invitent les autorités étatiques à revoir leur façon de communiquer, un travail de Mamadou Samb. Pense du berger à la bergère. La sortie des plus hautes autorités du gouvernement sénégalais fait l'objet d'analyses critiques de la part de ces analystes politiques. Ça, je crois bien que ça ne devrait pas être en tout cas des propos que devrait tenir le Premier ministre. Il devait apporter des réponses par rapport en tout cas à ce rapport publié par l'ONG Amnesty International pour permettre aux Sénégalais en tout cas d'entendre de la voix du chef du gouvernement des réponses idoines. 2018 sera une année perdue, une année de gâchis. Pourquoi? Parce que le gouvernement, l'administration, tout le monde sera en campagne électorale. Je crois que c'est dans cette logique qu'il faut inscrire les sorties intempestives du Premier ministre et du ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui sont des sorties partisanes. Je crois bien qu'en tant que ministre de l'Intérieur chargé de l'organisation des élections, on doit avoir en tout cas un devoir de neutralité par rapport à certaines questions, surtout celles-là sensibles et liées à l'organisation des élections. D'autres déclarations, d'autres interprétations, celles soulevées par le ministre de l'Intérieur et son homologue des transports terrestres. Quant à la sortie de Abdoulaye Daouda Diallo sur aussi interdiction des circulations au-delà de 22 heures, c'est aussi un effet de manche parce qu'il y a beaucoup d'accidents, l'opinion est en colère, les gens s'interrogent, c'est pourquoi il annonce ces mesures sans concertation avec les concernés. D'ailleurs, vous avez même vu que les syndicats ont rié sur les brancards. Idrissa Seck a réussi à faire tomber le gouvernement dans son propre jeu, soulignent ces analystes politiques. Donc il a fait du président de la République non seulement son interlocuteur, mais presque son inter-ego. Et l'APR et son chef sont tombés dans le piège dans la mesure où ils ne sont plus capables de répondre. Et à chaque fois qu'Idrissa Seck fait une sortie pour les fusiller, mais c'est presque la débandade au sein de l'APR. Les jeunes font une sortie, les cadres font une sortie, les femmes font une sortie, le PM répond, le président répond. Donc c'est tout le monde qui répond. Donc sur cette logique, on dit qu'Idrissa Seck a réussi son plan. Tout le monde veut montrer que c'est moi qui suis le plus virulent. Et je crois bien que ce n'est pas cela que les Sénégalais attendent. Les Sénégalais attendent un niveau du débat beaucoup plus élevé et je crois bien que c'est les membres du gouvernement, les membres du parti au pouvoir et de la coalition au pouvoir qui doivent donner l'exemple patent par rapport justement à ce niveau du débat. À l'approche de la présidentielle, opposition et pouvoir se regardent en chien de faïence avec souvent des déclarations jugées calamiteuses. La classe politique est plutôt appelée à militer en faveur des préoccupations des Sénégalais. Des lutteurs engagés dans la politique, un phénomène qui semble être à la mode. Des responsables utilisent souvent ces lutteurs pour drainer des foules dans une période de pré-campagne ou de campagne électorale. Ces sportifs sont-ils conscients de ce fait? Pour beaucoup, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, d'autant plus que ces lutteurs sont libres selon eux de faire leur choix. Un reportage d'Ibrahima Fall. Lutteurs et hommes politiques, deux personnalités à la recherche de popularité. Le premier nommé, libre d'accompagner un politique sans difficulté majeure, à en croire, c'est Sénégalais. Du monde. Derrière les lutteurs, on voit une grande mobilisation derrière les lutteurs. À chaque fois, les politiciens sont derrière eux. Mais bon, c'est très normal que les lutteurs remercient les politiciens. Mais bon, s'ils décident de les aider ou bien s'ils décident de voter pour eux, c'est pour le lutteur personnellement. Je pense que ça, c'est assez personnel. Donc l'appartenance politique ou bien la conviction, c'est personnel. Donc tout un chacun peut choisir la personne qu'il veut suivre. Et pourtant, derrière ces lutteurs, l'on dénombre des milliers de fans d'appartenances différentes. Cela ne pose aucun problème, confie cet observateur de la lutte. Au Sénégal, ici, on a une culture. À chaque fois qu'une personne vous aide, tu le remercies à la fin de ce que tu fais. Si tu ne peux pas les remercier, tu vas l'aider dans une autre manière, autrement, tu vas l'aider autrement. Mais je suis parfaitement d'accord que les lutteurs aident les politiciens, mais ils peuvent pas, selon moi, ils ne peuvent pas influencer les supporters à voter pour qui que ce soit. Il ne doit pas y avoir de problème, franchement, pour moi. S'ils sont conscients, ils doivent
il ne doit pas être influencé par ce lutteur-là, quoi, franchement. Oui. Il n'y aura pas de problème parce que c'est juste une proposition que la personne vous fait. Donc le lutteur fait une proposition à ses fans, par exemple, de soutenir telle ou telle politique, mais ce n'est pas une imposition en fait. Ils ont tendance à faire des déclarations allant dans le sens de soutenir des partis ou hommes politiques juste après leur combat. Certains lutteurs, ne souciant point de leurs fans, assument leur appartenance politique, à l'instar de Ama Baldé, Boy Niang 2, entre autres. Nous changeons de registre. L'Association internationale des maires francophones en croisade contre les menaces climatiques qui pèsent sur les villes des pays membres de l'organisation. Elle a tenu ce mercredi en conclave pour diagnostiquer les menaces et apporter des réponses pour le bien-être des populations. Le président de la commission aménagement de la ville de Dakar explique le choix porté sur la capitale par les efforts enregistrés dans ce domaine. Les précisions de Code Ndiaye. La situation environnementale des villes francophones préoccupe l'Association internationale des maires francophones. L'organisation compte faire face aux défis climatiques qui ont comme nom érosion côtière, inondation, pollution, entre autres menaces. On est en train aujourd'hui d'élaborer le plan climat qui partirait d'une évaluation, d'un inventaire des diagnostics des vulnérabilités de la ville, de nature physique, environnementale, sociale, et de voir quelles sont les préconisations qui nous permettraient de pouvoir trouver des solutions dans le souci d'économie de l'énergie, d'économiser l'énergie, dans le souci d'avoir des comportements éco-citoyens conformes aux exigences actuelle par rapport aux menaces et aussi la stratégie de résilience de la ville par rapport à tous les risques. Faire face à ces menaces n'est pas chose aisée. L'association compte sur un concours d'efforts pour une meilleure efficacité de son action. L'État a aussi un rôle peut-être supra, qui est beaucoup plus important, mais dans l'engagement de l'État du Sénégal dans les CDN, des contributions déterminées nationales, les territoires ont une partition. Et en tant que territoire de Dakar, donc nous travaillons pour voir comment mettre en place un plan climat-énergie territorial qui nous permettrait de pouvoir apporter notre contribution dans les CDN. Le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones salue le rôle de la ville de Dakar en la matière. Si nous sommes ici, c'est parce que le Sénégal et Dakar ont un rôle éminent au sein de notre organisation. Et c'est tellement vrai qu'en l'espace de 2 mois, nous organisons 3 manifestations ici à Dakar. Il y en a une qui m'a précédé sur les bouts de vidange, c'est-à-dire l'assainissement, la propreté. L'Association internationale des maires francophones compte tout faire pour mettre en œuvre ses conclusions pour le bien-être des populations des villes francophones. L'OMS satisfaite des stratégies déroulées par le gouvernement pour combattre les épidémies qui touchent la population. Selon la représentante de l'organisation, le Sénégal est prêt à faire face à toutes les maladies. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale soutient que son département est en train de mettre en place des plans d'action pour mieux aider la population, nous dit Adjara Ndiaye. Après une visite de quelques jours au Sénégal, l'OMS est satisfait du travail du gouvernement du Sénégal. Selon la représentante de cette organisation en Afrique de l'Ouest, le pays est prêt à faire face à toutes les maladies. Le Sénégal a fait énormément de résultats, de bons résultats en matière de santé. Il reste encore des choses à faire. Mais dans beaucoup de secteurs, nous allons peut-être y revenir. Le Sénégal, effectivement, peut effectivement prendre des résultats positifs. D'ailleurs, le ministre de la Santé et de l'Action sociale indique que le pays a déjà montré ses preuves dans le combat de certaines maladies. Le président a inauguré il y a quelques jours, je crois, le centre qui va coordonner toutes ces actions pour être préparé et aussi pour faire face aux épidémies. Donc si vous posez la question, est-ce que le pays est prêt? Je crois que le pays est beaucoup plus prêt que pendant l'épidémie de l'Ebola. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par le gouvernement avec l'appui de partenaires, y compris l'OMS et d'autres acteurs. Donc je crois que le système de surveillance a été bien amélioré. L'OMS compte ainsi accompagner le Sénégal dans ses actions. Nous sommes en tout cas engagés, non seulement avec la capacité au niveau de l'OMS comme organisation technique qui appuie les pays de définir de bonnes stratégies, mais aussi comme coordinateur et mobilisateur d'autres partenaires qui s'occupent de la santé. L'OMS est prête
nous trouvons que les priorités définies dans cette stratégie sont bien alignées aussi aux priorités de l'OMS au niveau régional et même au niveau global. Après le combat que le Sénégal a mené pour éradiquer le virus Ebola, l'OMS est convaincue des stratégies du ministère de tutelle. Par ailleurs, l'organisation va travailler en synergie avec le ministère pour aider les pays à atteindre ses objectifs. Des agents de l'autorité de régulation des marchés publics ont reçu leur diplôme d'accréditation de management, spécialiste de passation de marché et master en management des marchés publics, une formation d'un an que l'ARMP juge nécessaire pour rendre fiable le travail de la structure. Selon le ministre du Cadre de vie et du Renouveau urbain, cette formation entre dans le cadre du plan Sénégal émergence. Le dernier point évoqué en titre, la reconnaissance faciale, une nouvelle fonctionnalité mise en place par Facebook. Quelle opportunité pour l'utilisateur? Ne présente-t-elle pas des risques? Des experts dans ce domaine ont tenté de répondre à ces interrogations. Par ailleurs, la Commission de protection des données personnelles invite le gouvernement à s'inspirer des pays comme le Canada, la France, entre autres pays européens qui disposent d'une législation dans ce sens. Les éclairages de Abdoulaye Ndiaye. Une nouvelle fonctionnalité dans l'utilisation de Facebook, la reconnaissance faciale. Désormais, le site enverra une notification aux utilisateurs si quelqu'un essaie d'utiliser leur photo comme photo de profil. Ces experts en la matière tentent d'apporter des explications. Facebook énonce plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est de lutter contre l'usurpation d'identité qui est aujourd'hui un problème majeur que Facebook essaie d'endiguer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette fonctionnalité, l'utilisateur sera à même de pourra ou non l'activer. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Donc l'idée derrière, c'est en fait de permettre à l'internaute ou à l'utilisateur de ces applications de s'authentifier ou de se connecter sans avoir à taper ou à mémoriser des mots de passe ou des codes PIN. Cependant, n'y a-t-il pas des risques qui planent comme une épée de Damoclès sur la tête de l'utilisateur? Je peux être à partir d'une photo, on peut m'identifier lors de manifestations. Et supposons que l'on vit dans des états, je pourrais dire, des états voyous et criminels. La vie des utilisateurs peut être scrutée. Évidemment, quelqu'un qui a la possibilité de manipuler une vidéo ou une photo peut, dans certains cas, usurper l'identité de la victime et se connecter à l'appareil ou à l'application. Deuxième risque ou danger, c'est en fait l'usurpation d'identité. Selon la CDP, à l'instar des pays tels que le Canada, la France et entre autres pays européens, le Sénégal doit disposer d'une législation permettant d'endiguer ce phénomène. Donc la vie privée est un aspect important à prendre en compte. Et Facebook n'a pas mis en place cette reconnaissance faciale dans un certain nombre de pays parce que la législation de ces pays-là ne leur permet pas de mettre en place cette nouvelle fonctionnalité. Il s'agit entre autres du Canada, mais également d'un certain nombre de pays européens. Selon ces experts, cette fonctionnalité ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été lancée en 2011. Elle n'est qu'une amélioration apportée par le développeur. Toutefois, il juge nécessaire de sensibiliser l'utilisateur sur les dangers qui les guettent, même s'ils ne peuvent pas arrêter en utiliser. Et plus de 175 000 enfants se connectent par jour pour la première fois. Une révélation de l'UNICEF. Même si l'Internet peut être un outil très bénéfique pour ces enfants, il est aussi source de danger. Le Sénégal a mis en place un plan d'action de protection des enfants sur Internet. Celui-ci permettra de dresser des mesures pour cette couche de la population afin de veiller à leur sécurité et également leurs droits. Voilà, Ndeye Fatim Lo. Au fil des ans, le monde évolue. L'Internet est devenu accessible.